Bonjour à tous, on poursuit notre journée du CX Summit Éloquente. On va commencer par vous présenter nos excuses pour les quelques minutes de retard qu'on a. C'est à la fois les joies et les aléas du direct. Voilà, c'était le temps de faire arriver tous nos intervenants. Je suis Cécilia Free, je suis ravie d'animer cette table ronde. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, pour rappel, on met en place un petit jeu qui vous permet de gagner le livre Culture Client. L'idée, c'est d'être bien attentif à nos échanges puisqu'on posera une question à la fin. Et si vous êtes plusieurs à avoir la bonne réponse, eh ben, on effectuera un tirage au sort. N'hésitez pas également à poser toutes vos questions. L'idée, c'est que ça soit interactif à la fois sur le plateau, mais que ça le soit également avec vous qui nous suivez. Donc, n'hésitez pas, le chat est là pour ça. On les traitera plutôt en fin d'intervention. Et tout ça étant posé, eh ben, je suis ravie d'inviter nos deux intervenants pour notre atelier Fidéliser et séduire, du recueil à la valorisation des feedbacks clients. J'ai avec moi deux intervenants passionnants. Yolande Zout, je vais commencer par vous. Vous êtes directrice consommateur chez Veolia. Bonjour. Bonjour. Et ravie du coup d'avoir réussi à se connecter avec vous. C'est la magie de la technologie. Et puis également avec moi en plateau, Clément Poupeau, qui est responsable marketing commercial chez Guest Suite. Bonjour. Ce qu'on va faire, parce que je pense que Veolia, ça devrait parler à beaucoup d'entre vous, Guest Suite peut-être un petit peu moins, c'est vous laisser vous présenter rapidement votre poste, votre rôle, et puis peut-être en deux mots votre entreprise. Qui veut commencer? Je laisse la place en premier. Honneur aux dames. Allez, alors je démarre. Donc effectivement, je suis Yolande Zout, je suis directrice consommateur pour l'activité eau de Veolia. Et je suis en charge du périmètre de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne et Jura. Mon job, c'est d'être à l'interface, d'être à la jonction des 9 territoires, parce que nos régions sont décomposées en territoires, donc de ce qu'on appelle nous les opérationnels, d'être à l'écoute de leurs besoins, de faire remonter tout ça à la direction consommateur en France. Et inversement, mon rôle, c'est d'infuser les nouvelles pratiques, les nouveaux outils, des benchmarks, etc. Juste deux chiffres, Veolia Eau en France, c'est 7 millions de clients abonnés et c'est 5 millions de contacts. Clément, du coup, je te laisse continuer. Eh bien, moi, donc, je suis directeur commercial marketing de Guest Suite, qui est une start-up nantaise, extrêmement fière d'être nantaise par ailleurs. Et on édite une solution SaaS de gestion de la visibilité locale. Nous, on accompagne un peu plus de 10 000 clients en France autour de cette problématique du marketing local, à travers deux métiers qui sont d'abord le presence management, l'harmonisation des informations, des coordonnées sur les différentes plateformes annuaires, et sur le sujet du review management, donc qui sont les avis clients. Parfait. Alors peut-être en introduction de nos échanges, Yolande, vous pourriez nous préciser, parce qu'on est dans un cas un petit peu particulier, là on parle du recueil et de la valorisation des feedbacks clients, mais en ce qui vous concerne, il y a, je dirais, une double spécificité. La première, c'est que les utilisateurs finaux ne sont pas vos clients directs, puisqu'on est sur un marché de B2B2C. Et puis la deuxième, c'est que autant on peut choisir son fournisseur d'accès Internet, on peut choisir son assureur, depuis récemment son fournisseur d'énergie. Ce n'est pas tout à fait le cas sur l'eau, on est plus sur un marché captif. Du coup, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu la place qu'a le consommateur final chez Veolia Eau pour vous? Alors effectivement, Veolia a une relation très particulière parce qu'on a finalement peut-être deux clients. On a le client collectivité qui va sélectionner l'opérateur qui va gérer l'eau sur son périmètre. Et puis, on a le consommateur, ce que nous on appelle le consommateur client, l'abonné, qui lui va payer sa facture d'eau. Ce qui fait qu'on a une relation assez pas particulière. Vous l'avez dit, hein, on est déjà une relation qui peut être perçue comme une contrainte. Pas de sélection, pas de choix. Et donc, effectivement, si on n'est pas content du service fourni par Veolia, eh bien, il n'y a pas la possibilité d'aller voir un autre opérateur. La deuxième, c'est le produit, l'eau du robinet, qui est comme, comment dire, qui est perçu comme un bien vital et qui, du coup, pour beaucoup, peut être pris comme, eh ben, ça tombe du ciel, donc ça devrait être gratuit.
Et donc, il y a tout ce sujet d'invisibilité de nos métiers, parce qu'en fait, ce qu'on vend, évidemment, c'est pas l'eau du robinet, c'est tous les services associés pour la rendre potable, et ensuite, une fois qu'elle a été utilisée, l'assainir pour la rendre la plus propre possible au milieu naturel. Je dirais qu'on a une troisième relation particulière avec... alors, nous, on gère aussi des crises. En fait, l'eau, elle doit être servie à tout le monde, et tout le monde ne paye pas la facture d'eau, puisque des fois, c'est dans les charges. Et donc, on a aussi une relation avec ce que nous... C'est pour ça que je suis directrice consommateur et pas clientèle, avec les consommateurs qui n'ont pas de relation directe avec nous, qui n'ont pas de communication dans leurs factures, mais que quand même, il va falloir qu'on adresse. Et puis pour finir, ces consommateurs, c'est aussi vos clients, donc ils vivent des expériences plurielles et donc ça nous challenge parce qu'effectivement, l'attente, et on l'a vu dans nos enquêtes, a fortement évolué sur la qualité de service puisque l'attente est la même par rapport à un service. Vous parliez tout à l'heure d'énergie, effectivement, on doit être au même niveau. Parfait. Alors, je reprends pour rappel, la thématique de notre table ronde, c'est fidéliser et séduire. Alors, on est un peu à l'inverse des histoires d'amour, où en général, on commence par la séduction et après, on est sur la phase fidélité ou fidélisation. Là, on va commencer par cette phase de fidélisation sur tout le volet, justement, de vos clients, de vos consommateurs finaux. En s'intéressant au recueil. Alors, on le verra tout à l'heure avec Clément, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites directement au niveau des avis, mais j'aimerais du coup que vous nous partagiez un petit peu ce que vous avez mis en place, ce qui est aujourd'hui opérant chez Veolia en termes de recueil de cette parole du consommateur. Alors, on a plusieurs dispositifs. On a un dispositif qui est très, très ancien, hein, plusieurs dizaines d'années, qui est le fameux baromètre Ipsos. Donc là, c'est une enquête qu'on fait de manière annuelle et qui nous donne des tendances. Donc ça, c'est la première chose. Mais avec ça, on ne peut pas faire grand-chose quand on descend justement au niveau des territoires. Et depuis 3-4 ans, on a lancé des enquêtes différentes et dont certaines qui utilisent les outils mis à disposition par Eloquent. La première, c'est une enquête à chaud. Donc, suite à un appel client, on lance une enquête à chaud tout de suite après, très très courte, pour avoir le ressenti du contact téléphonique. Et puis, quelque chose de beaucoup plus profond, c'est des enquêtes mensuelles. On a identifié 4 moments clés dans le parcours client. On s'est dit, c'est intéressant d'aller un poil plus loin, poser des questions un peu plus poussées. Donc, l'enquête est un peu plus longue. Et les 4 moments clés sont l'abonnement, l'intervention suite à un changement de compteur ou de module communicant, une intervention technique qui n'a rien à voir avec le poste de comptage, et puis le traitement d'une réclamation. Alors justement, on a, pour ceux qui nous suivent également cet après-midi, une intervention dédiée. On aura la chance d'accueillir la marque et puis la Compagnie des Alpes pour faire un focus sur toute cette gestion. Mais peut-être que vous pouvez nous préciser un petit peu la manière dont vous traitez cette dimension-là spécifique du feedback client qui est un moment souvent assez irritant, la réclamation. Alors effectivement, le sujet de la réclamation, c'est un sujet qui tient à cœur à Veolia et on a travaillé dessus depuis 4 ans. Alors là, la première chose qui a été importante chez Veolia, c'est de créer un poste qui est responsable expérience consommateur, qui n'a pas en charge que ça, il a en charge les enquêtes de satisfaction, les verbatim, mais aussi effectivement le traitement des réclamations. On s'est rendu compte malgré tout qu'on peinait sur ce traitement de réclamation, sur les délais, sur la richesse qu'on pouvait avoir sur ce retour de réclamation. Donc il y a eu un coup d'accélérateur il y a à peu près un peu plus d'1 an. Et nous, notamment sur ma région, ça s'est traduit aussi par vraiment l'identification d'un référent réclamation par territoire, la montée en compétences, etc. Alors pourquoi ça a été un zoom depuis un peu plus d'1 an? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'un groupe comme Veolia, une micro-réclamation peut vite prendre des proportions importantes avec les réseaux sociaux, etc. Et que ça pouvait impacter en fait l'image du groupe, mais au niveau France, voire parfois mondial. Donc on avait vraiment un fort intérêt à capter cette réclamation, à la traiter dans les médias. Et puis j'imagine que c'est pas quelque chose que tu vas contredire, l'effet d'un avis, d'un simple avis posé sur
un réseau social a des répercussions beaucoup plus larges que la manifestation d'une insatisfaction. Ouais, c'est le bouche. On dit toujours, quand on me demande d'expliquer le concept d'avis client à ma grand-mère, je lui dis toujours que c'est le bouche à oreille 2.0. La toute petite différence avec le bouche à oreille, c'est que le bouche à oreille s'arrête aux oreilles qui veulent bien prêter attention à ce qu'on a à dire. Le bouche à oreille 2.0, c'est Internet. Donc c'est le monde entier en 2 clics. Donc effectivement, cet effet de viralité, a fortiori pour des marques à très forte notoriété comme Veolia, il suffit d'une étincelle. Donc il faut être vigilant. Et en plus, quand Alors, la manière dont vous traitez ces étincelles, justement, Yolande. Et puis la dernière, et comme ça rebondit sur ce que vous allez voir cet après-midi, c'est qu'effectivement, une réclamation, c'est le fameux pépin qui se transforme en pépite. Et nous, chez Veolia, on aime bien dire que en fait, une réclamation, c'est un cadeau qu'on nous a offert et que si on n'en prend pas soin, eh ben, il va devenir empoisonné. Beaucoup cette analogie. On avait ce matin Guillaume Antonieti qui évoquait aussi le fait de, alors c'était plus sur la culture client, mais de planter des graines avec certaines qui fleurissent, d'autres moins. Bon, on voit, vous avez en termes de recueil quelque chose d'assez large, et puis dans la manière derrière de les traiter, ou en tout cas de valoriser ces feedbacks, pas mal de choses en place. Mais justement, on le sait, c'est un des enjeux. Lorsqu'on essaye d'embarquer un petit peu les différentes parties prenantes dans une entreprise autour de cette relation, de cette relation client, pardon. Et je crois justement que chez Veolia, vous avez mis en place la relation attentionnée. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu? Oui, alors effectivement, la relation intentionnée, avant de vous expliquer ce qu'on a, l'objectif enfin, ce qu'on s'est rendu compte il y a 3-4 ans, c'est qu'effectivement, le sujet de la réclamation, tous les sujets, c'était pas un sujet forcément de ce que nous on appelle la filière consommateur. C'est un sujet qui devait embarquer un certain nombre de personnes, dont des techniciens, mais aussi, je dirais même, un acheteur qui va acheter l'acte d'achat d'une conduite, d'un compteur, etc., et qui pouvait impacter finalement la mise à disposition d'un branchement neuf pour un client. Donc, effectivement, il y a eu toute une opération, c'était la saison 1 de la relation intentionnée. L'objectif, c'était vraiment de faire prendre conscience qu'on n'aimerait pas faire vivre à nos clients ce qu'on vit peut-être par ailleurs avec d'autres opérateurs dans d'autres métiers. Et cette prise de conscience, en fait, elle est importante parce que, en fait, quand on traverse le seuil d'une entreprise, chez Veolia, mais je pense que c'est vrai un peu dans toutes les entreprises, finalement, on endosse une casquette, un rôle, un costume. Et nos opérateurs, nos conseillers clientèle, nos techniciens, ben, c'est défendre le denier public, c'est écrire des tonnes de choses pour expliquer qu'on a raison et de ne plus être finalement, nous, la relation intentionnée, c'est de rappeler trois principes clés, c'est la bienveillance. Voilà, il faut être bienveillant entre nous, c'est se comprendre, c'est ce qu'on appelle nous l'accessibilité au sens l'écoute, on prend le temps de comprendre les sujets et on finit par la responsabilité, c'est-à-dire que des fois il faut être responsable et ça peut être au niveau d'un conseiller clientèle à qui on peut peut-être donner un peu plus de liberté pour faire des choix. Donc ça, c'était la saison 1. Elle s'est aussi appuyée sur un autre concept qui est cher à l'Académie des services, c'est la symétrie des attentions. Donc pendant 3 ans, on a aussi eu des sponsors du changement pour nous accompagner dans notre changement de posture managériale, de leader, etc. Donc ça, c'était il y a 3 ans. Puis on s'est dit, bon, ça commence comme toute nouvelle opération, qu'est-ce qu'on peut... C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Il y a eu le Covid au milieu, ça ne nous a pas aidé parce que les ateliers étaient en présentiel. Et donc, on s'est dit, je vous rappelle tout à l'heure, en fait, notre premier client, c'est quand même la collectivité. On s'est dit finalement, dans tous ces moments clés du parcours client, qu'est-ce qui pouvait quand même impacter notre relation contractuelle avec celui qui nous choisit. Donc, nous, chez Veolia, on a identifié 3 moments clés au printemps dernier. La première impression est toujours la bonne. Donc, en fait, c'est les démarrages de contrat. il faut pas qu'on soupe avec la collectivité quand on embarque un nouveau périmètre. Le deuxième moment clé, on l'a vécu cet été. Malheureusement, on va le vivre de plus en plus souvent. C'est tout ce qui est crise environnementale. C'est comment on accompagne nos consommateurs et nos collectivités quand on a plus d'eau, des problèmes de qualité, etc., qui ont été vraiment exacerbés l'été dernier. Et je le redis, et j'en profite pour faire des sensibilisations. Faites attention
vraiment, c'est vraiment très, très précieux. C'est quand on en manque qu'on se rend compte que bah, c'est très précieux et qu'effectivement, il y a des gens qui travaillent derrière. Et le troisième moment clé, on revient toujours à la même chose, c'est la réclamation, parce qu'effectivement, qui dit réclamation, surtout dans des petits contrats, on est très proche de ces élus et donc ça peut, pour une petite chose, vite monter en boutique. Et à la fin de l'atelier, donc on a déployé ça en octobre, voilà, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de participation, que ce soit la saison 1, la saison 2, chacun doit partir avec son propre petit pas. Et chacun doit se dire, moi, en tant que technicien, moi, en tant que conseiller clientèle, moi, en tant que directeur régional, parce que dans mon atelier, il y avait le directeur régional, quel est mon engagement? Qu'est-ce que je fais demain pour qu'effectivement, j'améliore cette relation entre nous, avec le client, quel qu'il soit. Parfait. Alors, en termes de fil rouge de toute notre journée, je le rappelle, on a choisi l'effet waouh. Est-ce que, par rapport à tout ce que vous nous avez raconté, vous pouvez peut-être nous en donner un? Est-ce que vous avez dans votre mallette un petit effet waouh à nous partager? Alors, je vais faire ce qui m'a fait waouh quand j'ai vécu cet atelier. Donc, j'ai animé un atelier dans la saison 2 et donc à la fin, le petit pas, une conseillère clientèle explique. Alors, on a beau être conseiller clientèle, en fait, on peut avoir des difficultés à appeler un client, à discuter, surtout quand le client est exacerbé par un dysfonctionnement ou une incompréhension. Oui. Donc, elle disait qu'après le premier atelier, il y a 2-3 ans, elle avait pris conscience de la nécessité sur les grosses réclamations, les complexes, d'appeler le client. Je souligne que c'est une consigne qu'on donne tout le temps. Après, on n'est pas derrière chaque conseiller clientèle, donc chacun ne prend pas son téléphone. Donc, elle a constaté, effectivement, qu'en appelant le client, et ça lui demande énormément d'efforts à chaque fois, que malgré tout, le client, finalement, il est rarement agressif au téléphone. Petit 1, et que petit 2, comme on arrivait à mieux se comprendre, à écouter, à échanger, le temps qu'elle passait à faire son courrier qui pouvait plus faire 3-4 pages, avec des calculs, des machins, et finalement, ça pouvait tenir en une page, parce que c'était une synthèse de l'échange. On s'est mis d'accord sur même un échéancier. Nous, on proposait d'office peut-être 3 mois. Finalement, 4-5 mois, c'était peut-être plus acceptable pour le client, et finalement, ça passait. Donc ça a été vraiment son retour. Et du coup, le crantage d'après, sur la saison 2, c'est de dire, en fait, il faudrait que je le fasse partout. Et deuxième crantage, c'est, comme c'est quand même un effort pour moi, des fois, je mets quand même un peu de temps à rappeler le client. Et du coup, j'ai des réitérations. Donc, c'est de dire, dès que j'ai la réclamation, j'attends pas, j'appelle vraiment dans les 48 heures max. Qui fait à la fois, du coup, l'effet waouh pour le consommateur au final. Alors, l'effet waouh, rappeler, effectivement, c'est top. On le disait, un des enjeux, c'est effectivement s'assurer que dans les équipes, tout le monde s'empare de cette thématique-là. Je dirais sans doute qu'un autre des enjeux, c'est s'assurer que tout ça s'installe dans le temps. Du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place ou comment vous fonctionnez chez Veolia pour s'assurer que vous soyez sur une approche qui soit pérenne et qui s'inscrive vraiment non seulement dans le quotidien, mais également sur la durée? Alors ça, c'est une démarche qui est très, très, très récente. On a un nouveau directeur général, Pierre Ribotte, qui est arrivé un peu plus d'1 an, et dans sa nouvelle feuille de route, et là, ça embarque tout le monde, c'est pas que les consommateurs, c'est ce qu'on appelle le Lean. Alors, moi, je connaissais le Lean de manière très superficielle, avec Toyota, tout ça, l'industrie, donc on est vraiment dans les prémices, ça a été lancé en septembre, c'est une démarche qui va durer plusieurs années, mais malgré tout, ça s'accélère, donc je vais vous donner 2 exemples très concrets de ce que je vois finalement des prémices, des pilotes Lean dans ma région. Donc évidemment, c'est une démarche pas à pas, on est en train d'apprendre, on est en train d'adapter une méthode qui est très processée et surtout très axée dans le monde de l'industrie. Le premier exemple que je voulais vous donner, donc c'est un territoire avec 4-5 personnes, c'est des exploitants qui sont donc dans cette démarche Lean depuis quelques semaines. Et le coach qui accompagne cette démarche, la première question qu'il a posée, c'est quelle est la satisfaction de ton client? Et là, grand blanc, j'en sais rien. Je savais même, je sais même pas s'il y a des enquêtes en fait, alors qu'on les fait. Je vous rappelle qu'on a 2 enquêtes sur 4 qui concernent les techniciens. Et donc là, tout à coup, effervescence, intérêt sur le tableau de bord qu'on fournit de manière régulière, et surtout, ça date de la semaine dernière, une attente forte. Alors on le fait dans le cas des réclamations. Du coup, j'ai partagé le benchmark
avec les enquêtes éloquents, on peut pousser chaque enquête auprès d'une personne. Du coup, nous, sur les réclamations, on analyse les verbatim, c'est là où c'est le plus riche. Donc, on a proposé à ce service technique de dire, bah, écoute, tu sais, sur ton territoire, ton contrat, on va te pousser les enquêtes et tu vas pouvoir analyser. Remercier, parce qu'on a des trucs sympas aussi, hein, donc remercier les techniciens qui ont des bons retours et inversement, te nourrir d'une insatisfaction. Et le deuxième exemple qui est aussi très très récent, c'est dans mon COMEX. Eh bien écoutez, là j'ai testé il y a une semaine, la semaine dernière, le fait de parler, donc ça va devenir un rituel dans mon COMEX, on va parler de la réclamation et donc on décortique une réclamation, on explique le cheminement, on fait vivre l'expérience de j'ai essayé de faire vivre l'expérience de ce consommateur et d'expliquer voilà, les actions qui ont été faites au niveau du territoire, de la région et même il y en a une qui est remontée au national. Ça c'est une démarche qui a déjà démarré au COMEX aux France depuis cet été et donc on voit que ça percole et j'espère bien que bientôt on aura aussi cette démarche d'analyser tous les mois une réclamation client au niveau des territoires aussi. Merci pour ces exemples tout chauds en plus, puisque vous disiez que c'était récent. Vous avez également quelque chose de relativement récent, puisqu'on a beaucoup parlé jusqu'à présent de toute la dimension fidélisation. On va basculer sur notre volet séduction, donc la manière dont les avis peuvent être diffusés pour à la fois attirer, être visibles, réassurer des futurs clients. Et je crois que les avis Google My Business sont également quelque chose que vous avez mis en place il n'y a pas longtemps. Oui, et ça nous fera le lien avec Clément. Donc effectivement, alors pourquoi on s'est penché sur ce sujet? Alors parce que déjà dans les enquêtes qu'on pousse, les fameuses 4, il y a une question clé, c'est comment vous nous avez contactés. Donc là, on s'est effectivement rendu compte de deux choses. La première, c'est que finalement les pages jaunes c'était un peu passé, que effectivement les recherches de contact étaient plutôt sur Google, hein, parce que c'est beaucoup plus simple, donc Google My Business. Et la deuxième, on s'est rendu compte dans les verbatim, enfin dans un certain nombre de réclamations, qu'en fait, nos coordonnées n'étaient pas forcément à jour, les accueils étaient, je suis passée alors qu'en fait c'était fermé, c'était indiqué ouvert. Et donc il y a un peu plus d'un an, on a un peu regardé ce qu'il y avait sur Google et en fait on s'était jamais vraiment posé et on s'est rendu compte qu'effectivement, je ne sais pas trop d'où venaient les infos, mais en tout cas elles étaient pas correctes. Donc on a déjà fait tout un travail de toilettage. On a même rajouté quelques petites photos sur des sites stratégiques parce que voilà, ça peut être sympa de montrer des jolies photos. Et la deuxième chose, donc là ça date depuis quelques mois, on s'astreint de répondre dans les 24 heures aux avis Google. Donc ça c'est hyper important pour nous. On ne le faisait pas, on s'est rendu compte qu'évidemment on avait tout un tas d'avis qui traînaient avec des choses. On s'est dit oulala, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû répondre. On était très axés réseaux sociaux, hein. On a évidemment, vous imaginez bien que le groupe scrute tout ce qui se passe sur Twitter, Facebook, machin, donc ça nous revient vite fait. Sur Google, pas de son, pas d'image. Et le troisième point, là, je pense que je vous en ai même pas parlé parce que ça date de lundi. J'ai fait un peu de terrain avec des conseillers clientèle. Un client super content du traitement de son dossier qui dit oh là là, comment je peux faire connaître tout ça à tout le monde, au plus grand nombre. Et là j'ai dit attendez, si vous pouviez, c'était une personne plutôt jeune, vous êtes dans une démarche de nous mettre 5 étoiles sur Google, si machin. Donc j'ai montré et je pense qu'on a eu notre 5 étoiles. Et du coup c'était un truc que j'avais dans mes tiroirs et qu'on va lancer. Et du coup j'ai mon pilote que j'ai repéré lundi. Du coup les conseillers clientèle sont partantes, c'est de créer un flyer, un flashcode, j'ai vu ça chez mon dentiste en fait, pour inciter effectivement les personnes très satisfaites de leur passage en accueil, de poser un avis positif. Parce que comme je reboucle sur le début, on est captif, finalement on a très peu de clients qui nous disent qu'ils sont satisfaits, c'est plutôt effectivement les clients pas satisfaits et comme ils sont captifs, qui vont effectivement dire qu'ils sont pas contents sur Google My Business. Magnifique, ça me fait une transition parfaite avec notre second invité qui est Clément Poupeau. Alors, tu l'as présenté un petit peu rapidement, mais peut-être que tu peux repréciser la mission chez Guest Suite, qui fait pas mal écho à ce que vous présentiez, Yolande. Et puis, nous expliquer un petit peu comment tout ça se met en place, toute cette publication et gestion des avis. Ouais. Pour te donner la mission de Guest Suite, je vais reprendre ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu évoquais que dans une histoire d'amour, on travaille sur la séduction et puis ensuite sur la fidélisation. Nous, on pense que dans une histoire d'amour, on est dans la séduction, puis dans la fidélisation, mais en fait un peu toujours dans la séduction.
pour que ça marche. Pour que ça Et dure. voilà, exactement. Et les avis clients, c'est un peu à ça que ça sert. On a beaucoup évoqué depuis tout à l'heure les avis clients comme un enjeu de clôture de l'expérience client. C'est-à-dire, mon client est satisfait, j'espère qu'il va me mettre un avis 5 étoiles, et si je suis proactif, il va le faire. En fait, il ne faut jamais oublier que l'avis client, c'est avant tout le démarrage de l'expérience prospect. Donc on est dans une vraie, comme les gens comparent, les gens regardent, les gens passent de plus en plus de temps à comparer. Alors avant, c'était pour les hôtels, les restaurants, les campings, maintenant c'est pour tout. Google leur a mis ça en tête. Donc on est dans une vraie logique de séduction en fait, et d'attraction de clients. Donc la mission de Guest Suite, c'est ça, c'est de permettre à ses clients, qui sont des professionnels de tout secteur, d'attirer plus de clients grâce à une meilleure visibilité locale. Et comme je le disais en intro, la visibilité locale chez nous, c'est 2 métiers. Le review management, donc la gestion des avis clients, ce dont on a parlé et dont on va reparler, et le presence management, ce qu'évoquait Yolande à l'instant, de dire, en fait, on a toiletté nos fiches, on a regardé, on a rajouté des photos, les horaires, etc. Ça, c'est un job qui peut être hyper chronophage, hyper complexe, à fortiori quand on a un volume important de points de vente. Mais nous, on simplifie tout ça. Donc, on est vraiment sur ces 2 métiers-là aujourd'hui, avec vraiment au cœur de la chose une plateforme SaaS qui permet à nos clients d'utiliser ça en toute autonomie, un accompagnement humain évidemment hyper premium, et puis dans le cœur du réacteur, différents partenariats technologiques et accords techniques avec les plateformes qui comptent aujourd'hui, et Google étant la première d'entre elles. Parfait. Alors on le sait puisqu'on travaille ensemble, je ne sais plus si je l'ai dit en introduction, mais Veolia est l'un de nos clients et puis Guest Suite l'un de nos partenaires. Il y a, on va dire, 3 étapes, 3 volets dans ce qui est publication et utilisation de l'avis. Le début de l'histoire dont tu parlais. Il y a toute la dimension collecte, comment on va aller récupérer, capter, c'est la partie recueil de notre table ronde, ces avis. Le deuxième volet qui est celui de la modération. Et enfin, ou après, parce que la modération peut se faire en aval ou en amont, il y a toute la partie de publication de ces avis. Si on commence par le premier, la collecte, qu'est-ce que tu peux nous en dire? En fait, avant même de parler de la collecte, la manière dont tu le présentes, c'est-à-dire collecte, modération, diffusion ou restitution sur Internet, elle est hyper intéressante parce qu'en fait, c'est précisément le triptyque de l'AFNOR. La norme AFNOR sur les avis clients nous oblige sur des sujets de collecte, modération, restitution. Et c'est un point qui est hyper important parce que ça montre à quel point l'enjeu derrière le traitement des feedbacks, leur diffusion, leur modération, c'est que ça repose sur un principe d'authenticité. À 2 niveaux. D'authenticité d'abord dans une logique de respect des consommateurs et d'objectivité, d'authenticité. Et en même temps, comme l'avis client sert évidemment le choix du consommateur, mais doit servir normalement l'amélioration de la qualité du service, du produit, etc., cette logique d'authenticité et donc par exemple d'exhaustivité, c'est-à-dire le fait qu'on interroge 100% de ses clients, doit nous permettre d'avoir un volume de retour, 1, plus conséquent, parce qu'on interroge tout le monde, et 2, beaucoup plus fiable, et donc qui aide l'entreprise à prendre des meilleures décisions après pour améliorer son produit ou son service. Donc ce triptyque collecte, modération, restitution repose en fait sur un principe d'authenticité, et c'est en ça qu'est faite la norme AFNOR, dont évidemment Guest Suite dont Guest Suite a reçu la certification. Pour revenir sur la collecte, bon, il y a plein de points. Nous, on a l'habitude de synthétiser chez Guest Suite l'enjeu de la collecte de feedback autour de 3 leviers. Le bon moment, c'est-à-dire le bon timing. Il faut choisir le meilleur des moments pour collecter un feedback. Il peut y avoir d'ailleurs plusieurs moments. En tout cas, il faut analyser son parcours client. Le deuxième levier, c'est le bon message, c'est-à-dire la bonne enquête. On sait tous pertinemment qu'on a envie, en tant qu'entreprise, de poser 1 milliard de questions à ses clients pour s'améliorer, quand on est une entreprise avec le sens, une culture client importante, sauf que personne ne répond. Et globalement, les consommateurs s'en foutent royalement de répondre à 70 questions. D'ailleurs, ils ne le font pas. Et c'est comme ça qu'on a des taux de retour. Ils le font peu. Ce qu'il faut, il y a un intermédiaire, bien sûr, entre poser une question et en poser 150. C'est bien sûr ce travail à faire sur comment mon enquête va maximiser son taux de retour. Donc, il y a un point d'analyse là sur la bonne enquête. Donc, le bon timing, la bonne enquête, et puis le bon canal, évidemment, parce qu'il faut sélectionner le meilleur canal de communication, celui qui va être le plus adapté d'abord à sa clientèle, aux habitudes de sa clientèle. Je vais prendre un exemple hyper radical. Si j'ai une clientèle hyper senior et que je m'amuse à collecter des feedbacks par SMS, je vais avoir un problème de taux de retour immédiatement. Donc là aussi, il est hyper crucial de travailler sur son parcours client, les habitudes de ses personas, de ses prospects, de ses clients, pour comprendre quel est le bon canal de collecte. Donc ça, c'est le triptyque crucial pour nous pour maximiser cette dimension de collecte. Bon timing, bon message, bon canal. Une fois qu'on a coché toutes les cases, dans ce cas, l'idée c'est d'arriver à convaincre le client de déposer son avis. Et du coup,
cet avis, une fois qu'on l'a en sa possession, alors que ce soit le client ou que ça passe chez vous, il y a cette étape de modération qui peut être avant ou après la publication. Est-ce que tu peux nous expliquer de la même manière un peu comment ça se passe à ce niveau-là? La modération, c'est un sujet qui lui aussi est crucial parce que souvent, c'est la peur numéro 1 des entreprises, en tout cas de nos clients, avant de démarrer une collaboration avec G Suite, mais en fait, surtout que nous, on a une dimension de diffusion, donc publique très importante. La crainte numéro 1, c'est « Ok, mais si j'ouvre les vannes, j'ai 2 risques. Un, que j'ai tous mes clients mécontents qui s'expriment et que je perde complètement le contrôle. Et 2, j'ouvre les vannes pour avoir des avis illicites ou pire, des faux avis, par exemple, de mes concurrents, etc. » Donc l'enjeu de modération, c'est vraiment crucial pour rassurer en fait nos clients, qui sont les entreprises, et en même temps, là aussi, c'est important pour les consommateurs, là aussi pour revenir à cette logique d'authenticité. De gage d'authenticité, voilà. Oui, absolument. Et cette modération, il faut savoir qu'elle est très encadrée aujourd'hui. Je rappelle c'est une arme en fait pour les entreprises, parce que d'abord, le chantage à l'irréputation fait par les consommateurs, il faut que les entreprises se mettent en tête qu'aujourd'hui c'est un délit, c'est puni par la loi. Et les entreprises ont toujours un peu peur de « Ah, il va me mettre un sale avis parce qu'il n'est pas content ». Non, vous avez une arme, juste c'est la loi. Le chantage à l'irréputation, ça n'existe plus, ça ne doit plus exister. Et en face de ça, il y a tout un arsenal d'éléments, typiquement des signalements d'avis. Il y a une batterie en fait d'actions qui peuvent être faites par les entreprises pour lutter contre ça. Donc la modération, effectivement, peut se faire a priori, c'est-à-dire quand on va collecter un feedback, on doit pouvoir, selon les règles des plateformes ou selon tout simplement la loi, la CNIL, etc., pouvoir empêcher qu'un avis soit diffusé. Et puis a posteriori, typiquement sur une plateforme comme Google, on peut signaler un avis. Alors souvent, c'est le parcours du combattant quand on est une entreprise. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des partenaires comme Eloquent, comme G Suite qui vont travailler à accompagner les clients, notamment parce qu'on est partenaire de Google et donc on a des relations privilégiées. Et puis il y a un dernier point, je conclurai là-dessus pour la partie modération. J'en profite moi aussi pour passer un message comme Yolande, c'est la modération. C'est aussi un sujet d'évangélisation auprès des consommateurs. Les consommateurs sont hyper heureux d'avoir des avis fiables et authentiques pour prendre leurs décisions. Absolument. Mais les consommateurs sont aussi acteurs. Dès qu'ils voient passer un faux avis, un avis un peu bizarre, ils ont la main pour signaler des mauvais avis ou des faux avis. Donc ils doivent le faire. Et pour qu'on travaille tous dans un environnement beaucoup plus sain, avec des avis authentiques de qualité, les consommateurs doivent nous aider. Parce qu'on ne peut pas avoir le beurre à l'argent du beurre. Et je le dis aux consommateurs qui nous regardent, si vous voulez continuer à avoir des bons avis de qualité, authentiques, fiables, aidez-nous. Et quand vous voyez un avis 5 étoiles au milieu de quelqu'un qui a plein de mauvais avis, ou l'inverse, un truc truffé de fautes qui dénote complètement du reste des avis, signalez-le et vous nous aiderez, nous, les plateformes et le gouvernement, j'ai envie de dire, dans cette grande bataille contre les faux avis. Bon, sachant que c'est une tendance de fond qu'on voit émerger de plus en plus, tu parlais du consommateur qui veut être acteur. On parle effectivement beaucoup du consomme-acteur, et je pense qu'on le vit tous aussi à un niveau personnel. C'est le fait de pouvoir donner son avis, mais également être entendu par les marques. Et justement, pour être entendu, il faut que ces avis soient diffusés. Oui, absolument. C'est le troisième pilier dont on parlait juste avant. Pour expliquer l'importance de la diffusion, moi, j'ai l'habitude de dire que 90% des marques auxquelles je parle me disent « Ah si, on a un NPS incroyable, on a un taux de satisfaction de client incroyable, on est vraiment une marque top. » Et puis après, je fais un audit sur Google. Et puis je vois que la réputation est catastrophique. Et souvent, il y a un hiatus. Il y a un delta hyper important. À la fois, quand c'est des marques qui ont un gros volume de clients, je me retrouve avec des fiches qui ont un très faible volume d'avis, notamment par rapport à leurs concurrents. Et puis dans la qualité de la note aussi, c'est très faible par rapport au NPS qui est affiché. Donc pour synthétiser cet enjeu de diffusion, on pourrait dire que le véritable enjeu derrière, c'est de réaligner la valeur perçue par les prospects, l'irréputation, avec la valeur réellement ressentie par les clients, la satisfaction. Et cet enjeu de réalignement, il se fait forcément par une synthèse entre l'enquête de satisfaction et la diffusion d'avis. C'est pour ça, c'est notamment l'intérêt des partenariats entre Eloquent et G Suite, c'est d'avoir une seule enquête à 2 objectifs, la mesure de la qualité, le pilotage interne, et la diffusion d'autre part, mais sans friction pour le consommateur, parce qu'en fait, on est sur la même enquête. Donc cet enjeu de réalignement, qui s'explique très bien, puisqu'on reste des Français, donc en gros 90% des mécontents s'expriment et 1% des clients satisfaits s'expriment. Et le but du jeu, c'est pas de faire taire les 90% de clients mécontents. Le but du jeu, c'est de faire parler les 99% de clients satisfaits qui ont la flemme de déposer un avis. Et quand on interroge 100% des gens et qu'on est proactif, les clients satisfaits s'expriment. Il faut les prendre par la main.
Et du coup, c'est vrai que nous, on parle souvent de rééquilibrage en fait, d'images pour les marques qui ont effectivement des très bons avis, des très bons niveaux de satisfaction quand on mesure à chaud. Mais effectivement, c'est ce que tu disais, tous ne font pas l'effort d'aller jusqu'à déposer l'avis, sauf dans le cas, enfin, on a l'exemple que vous nous citiez, Yolande, où on a quelques clients qui sont ravis et qui effectivement tiennent à le faire savoir. Mais naturellement, on a plus tendance à vouloir manifester et faire du bruit quand on vit quelque chose d'insatisfaisant que quand on a quelque chose de plus satisfaisant. Je vais rajouter un point s'il y a juste là-dessus qui est très important. Yolande parlait tout à l'heure de Twitter, Facebook, de l'importance des réseaux sociaux. Je le dis à ceux qui nous écoutent, n'oubliez jamais que le réseau social numéro 1 au monde, c'est pas Facebook, c'est pas Twitter, c'est pas Instagram, c'est Google. Et que les gens considèrent de plus en plus les formulaires de dépôt d'avis Google comme un formulaire de réclamation. Donc il est crucial, les entreprises qui vont performer demain, c'est celles qui auront intégré que leur fiche Google est un canal de communication client crucial. Voilà. Est-ce que du coup, on était pas mal sur la théorie, mais est-ce que tu aurais un exemple de ce que vous avez pu mettre en place Je sais qu'on avait parlé d'Europcar ou peut-être de Banque Populaire. Ouais, en réalité, si on fait bien notre boulot, 100% de nos clients, on constate une amélioration de leur réputation. Ce dont je parlais tout à l'heure, ce sujet de réalignement entre la valeur perçue par les prospects et la valeur réellement ressentie par les clients, spécifiquement, tu évoques le cas de Europcar, en l'occurrence Europcar Atlantique, qui est une cliente, Marielle, directrice marketing d'Europcar Atlantique, qui a parfaitement compris le sujet, qui a compris beaucoup de choses, que vous évoquiez la symétrie des attentions tout à l'heure, et ça me fait penser à elle, parce que c'est elle qui m'en a parlé pour la première fois. Typiquement, le cas d'Europcar est celui-ci. On est sur des points de vente qui ont un volume colossal, on est sur un NPS de très haut niveau. Il y a une dimension qualité de service là aussi, enfin je ne vais pas parler à sa place, mais qui est excellente. Et pourtant, on avait des fiches avec des avis Google en faible volume et de piètre qualité. La réalité, c'est qu'on a simplement effectivement réaligné le sujet du pilotage de la qualité, le sujet des avis Google, en interrogeant 100% des clients, avec la bonne enquête effectivement, avec le bon moment, les bons canaux de collecte. Résultat aujourd'hui, j'invite ceux qui nous regardent à faire le test et à regarder les résultats d'Europcar Nantes Aéroport, enfin en tout cas dans notre coin côté Atlantique, ils verront les résultats. Parfait. Je le disais, c'était le fil rouge. Alors, on a un petit peu parlé, mais comme je vois là que le temps file, est-ce que vous pourriez chacun nous donner un exemple d'effet waouh? Yolande, je vous en ai déjà demandé un, mais est-ce que vous en auriez un autre à nous partager? Alors, oui, j'ai bien mon micro ouvert. Un autre exemple d'effet waouh. Alors là, j'ai un gros. Peut-être. Ouais. Clément, tu peux nous en partager un le temps que... Je vais meubler. Le temps que vous en retrouviez, sachant que vous m'en avez déjà donné un, donc... Ouais, moi j'en ai un, mais on va quitter Paris, on va quitter les grands comptes et les entreprises à 500 points de vente. Un truc que j'oublierai jamais de ma vie, c'est il y a 3-4 ans, je me suis baladé sur la côte atlantique avec Thomas, fondateur de Guesuite, pour aller interviewer nos clients. Et je me suis retrouvé en face d'un patron de camping, qui est une de nos cibles, hein, évidemment, l'hôtellerie de plein air, qui est touchée de plein fouet par le sujet des avis clients. Un patron de camping qui était avec son épouse en face de nous et qui nous racontait son expérience avec Guesuite et qui nous a dit, les larmes aux yeux, que Guesuite lui avait en partie sauvé la vie, parce que c'est un type qui a mis tout son cœur dans son business, dans son camping, qui a la sueur qui a tout construit de ses mains. Et qui en fait se prenait des commentaires négatifs parce qu'en fait il n'était pas proactif, il n'interrogeait pas ses clients et donc comme je disais tout à l'heure, 90% des gens qui laissaient des avis étaient les clients mécontents. Jusqu'au jour où il a rencontré Guesuite, et effectivement on l'a aidé dans la diffusion d'avis sur TripAdvisor, sur Google, etc. Et donc en fait il s'est passé ce rééquilibrage et il s'est retrouvé avec des avis beaucoup plus réalistes, qui collaient à la réalité de son camping où tout se passait très bien. Et donc il nous a dit ça, il nous a dit, en fait c'est plutôt son épouse pour être tout à fait juste, qui nous a dit, vous vous rendez pas compte, il y a 2 ans, il ne dormait pas de la nuit parce qu'en fait, il se réveillait avec la crainte d'avoir des avis catastrophiques. Et en fait, ça, j'oublierai jamais parce que j'ai vu en face de moi un type qui bossait pour de vrai et pour qui les avis clients étaient juste une charge mentale monumentale. Et le fait de reprendre le contrôle sur ces avis clients-là lui a un peu changé la vie. Et ben en fait, quand on change la vie des gens, on a un peu trouvé le sens de ce qu'on fait et sa mission. Le sens de la valeur au travail. Allez-y, Yolande, je vous en prie. Ça m'est revenu. 2 exemples. Un qui m'avait touchée, c'est donc on a une réclamation qui concernait une entreprise. Nous n'avons pas le droit de couper l'eau, je le précise, mais dans le cadre des professionnels, on a le droit. Donc voilà, donc la démarche s'enclenche. Voilà, vous imaginez le truc.
Et là, on a une assistante de direction ou une comptable, je ne sais plus trop, qui est en galère pour nous contacter. Enfin, bon, vous imaginez la chose. Et énormément de pression de la part de son responsable qui, effectivement, lui dit « mais c'est pas possible » et qui met toute la faute à l'assistante, estimant que si on coupe l'eau, c'est la faute à l'assistante. Ça tombe en réclamation, on la chope, le territoire remet tout d'équerre, on avait bien le paiement, il n'y avait pas de sujet. Elle entend, puisqu'on a tout fait par téléphone, elle entend le stress de cette assistante de direction, et pour s'excuser, on s'est dit, bon, on va pas faire une charte comme on a l'habitude de faire, parce que là, en plus, sur un professionnel, ça n'a pas trop de sens, les montants qu'on donne. La responsable consommateur a décidé d'envoyer un bouquet de fleurs avec des excuses, un mot d'excuse, et elle l'a fait en se disant ça sera visible aussi du patron. Il comprendra qu'effectivement, c'était pas la faute de l'assistante de direction, c'était vraiment en partie notre faute. Et donc ça a été vraiment très très apprécié de cette assistante. Et un deuxième exemple récent, ça c'était cet été, c'est le gros sujet de comment on s'adresse à des gens qui ne sont pas nos consommateurs finaux. On a, à un moment donné, il y a eu une rupture d'eau, etc. Il y avait un certain nombre de messages qui étaient passés. On est sur un lotissement, on a un compteur général, enfin bref. Donc, beaucoup d'insatisfaction. Ils avaient une fête de lotissement, enfin, je ne sais plus trop ce qui se passait. Enfin bref, fête des voisins. Fête des voisins. Bon, on s'est excusé, etc. Là, on y était pour rien quand même, hein, malgré tout, parce que là, quand il n'y avait pas d'eau, il n'y avait plus d'eau. Hein. Mais malgré tout, le responsable consommateur s'est dit, bon, j'aurais quand même pu mieux faire, malgré tout. Et donc, quand ils ont reprogrammé leur fête, parce que du coup, ils ont dû refaire leur fête, on est dans une région de vin, il a offert 2-3 bouteilles de vin, il est allé à cette fête de quartier et il s'est excusé. Voilà, donc les deux effets waouh que je voulais vous partager. Donc c'est très très rare, mais en fait ça montre bien le fait qu'un coup de téléphone, on capte de l'émotion, on capte la sincérité, on parlait d'authenticité tout à l'heure, et là pareil, un très très bon retour des personnes qui avaient été impactées et qui ont aussi compris, tout à l'heure je parlais de sensibilisation, ça fait aussi notre démarche de sensibilisation en disant, voilà, si tous un peu on fait attention à la consommation d'eau, ça sera pareil pour l'énergie cet hiver, peut-être qu'on n'arrivera pas à la rupture et au manque d'eau. Bah, du coup, vous disiez, oui, le fait de capter, mais je trouve que ça vient aussi bien compléter un peu tout ce qu'on s'est raconté, le fait de capter, et puis derrière, de le valoriser pour les marques, ce qui est très important. Une fois que le consommateur s'est exprimé, c'est de voir la manière dont ce recueil est pris en charge et transformé, actionné par les entreprises. Et du coup, le temps passe vite. Je vais peut-être vous demander à chacun de nous résumer peut-être en une idée ou en une phrase ce que vous retenez de nos échanges ou ce qui pour vous est clé. Et puis ensuite, on prendra le temps de laisser la parole si on a des questions pour les personnes qui nous suivent. On vous laisse la parole, Yolande. Oui, alors sur le mot de la fin. Oui, alors moi, par rapport à mon expérience et puis par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, moi je dirais que vraiment, je vais reprendre la phrase que j'ai dite tout à l'heure en fait, que la réclamation c'est un cadeau et que si on n'en prend pas soin, ça devient un cadeau empoisonné. Voilà. Et ça c'est vrai pour les avis. Enfin, quand on parle de réclamation, on pourrait mettre un avis, c'est un cadeau. Voilà. On le prend, c'est une belle métaphore. Donc, on la garde en mot de la fin, côté Veolia et puis côté Guest Suite. Je vais aussi reprendre un propos évoqué tout à l'heure en rappelant à ceux qui nous écoutent que l'avis client n'est pas que, en tout cas, la clôture de l'expérience client, mais c'est que c'est le démarrage de l'expérience prospect. Et quand on traite bien les feedbacks et les avis, feedback is a gift, effectivement, mais feedback, c'est aussi le meilleur moyen d'attirer de nouveaux clients, parfois de meilleurs clients, et donc traiter vraiment l'avis client comme le démarrage de tout. Il me reste à vous remercier tous les deux pour la qualité de nos échanges. Alors, c'est pas fini, hein, parce qu'il y a quelques questions. Je vais laisser la parole à Chantal. Oui, Cécilia. Donc, effectivement, quelques questions de nos participants, mais avant ça, je vais poser la mienne pour gagner un livre sur cette séquence. Alors, ça va peut-être être un petit peu difficile.
Donc, j'espère que vous avez bien écouté Yolande et je vais vous demander à quelle saison est Veolia de son programme Relations Clients. Elle a cité un chiffre qui accompagnait la saison où ils en sont actuellement. Donc, je vais vous demander de vous précipiter sur le chat et de me taper un chiffre. En attendant, moi, je vais relayer vos questions. Alors, il y a Isabelle qui demande « Quel est pour vous, Clément, un bon taux de retour pour une enquête? Merci ». Je pense que ça vaut aussi pour Yolande, d'ailleurs. Pour Cécilia. Absolument. C'est valable pour tout le monde, là, globalement. Un bon taux de retour, moi je dis qu'il n'y a pas de bon taux de retour en fait. Tout dépend évidemment des industries, tout dépend donc des secteurs d'activité, pardon, tout dépend évidemment des canaux de collecte. J'évoquais tout à l'heure la multiplicité des canaux de collecte, on connaît le SMS, on connaît l'email. Ils ont chacun on peut avoir des ambitions avec ces canaux complètement différentes. On sait typiquement que le SMS, il a pour principale vertu d'être lu, c'est-à-dire que 99% des SMS sont lus. Par contre, il a un côté un peu intrusif. L'email, quant à lui, est moins lu. Il a accessoirement un autre défaut, c'est son empreinte carbone. Par contre, les gens ont beaucoup plus l'habitude de répondre. Donc, il faudrait segmenter, il faudrait que je segmente la réponse par type de canal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames. Mais, moi, je vais peut-être compléter, puis on vous laissera, Yolande, nous donner votre retour en termes de Veolia, parce que moi, auparavant, j'étais dans les études marketing, donc je peux que souscrire à ce que tu dis. Je sais que souvent les clients n'aiment pas cette réponse, mais ça dépend vraiment, tu le disais, de votre activité déjà, de quel secteur on parle. On sait qu'il y en a certains qui sont plus aspirationnels, où les clients vont spontanément, ont envie d'être participatifs, d'autres qui le sont un petit peu moins. Et puis ça dépend effectivement, tu le disais, des personae, de la cible. Est-ce qu'on est sur une population qui est plus technophile ou moins? Quel est le rapport aux différents médias? Et puis je reprendrai le dernier point aussi, c'est à quoi sert l'enquête? Est-ce que c'est une enquête qu'on veut à chaud pour mesurer là tout de suite un petit point d'émotion et derrière le convertir en avis publié, ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond, de plus large? Vous en parliez notamment aussi, Yolande, hein, une enquête qui a visé beaucoup plus exploratoire à comprendre. Donc voilà, je suis désolée, on n'a pas de... Mais on pourra bien sûr compléter cet échange, Isabelle, hein, et regarder spécifiquement en fonction de votre secteur, et puis vous donner quand même quelques idées. Alors moi, je peux juste compléter avec nos chiffres, et qui en fait font vraiment... C'est ce que vous venez de dire. En fait, nous, on a 4 enquêtes mensuelles et sur les 4, selon les enquêtes, on passe de 10 à 30% de taux de retour. Voilà. Donc, effectivement, pourtant, c'est peut-être des moments clés qui sont... triple. Mais on n'en est pas déçu, même si on n'a que 10%, comme on a quand même... Enfin, on est vraiment dans la méthode des petits pas chez Veolia. Donc, déjà, si on arrive à absorber tout ce qui est fait par ce retour, même que entre guillemets, de 10%, bon, voilà, c'est déjà top. Merci. Donc, j'ai Khadija qui demande à Yolande, comment gérez-vous les avis Google? Est-ce traité en interne ou est-ce votre agence de communication qui s'en occupe? Alors, c'est traité par moi-même, par responsable expérience consommateur. Alors, nous, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas un restaurant, on n'est pas Hertz, etc. Donc, on a quand même malgré tout très peu d'avis. Donc ça, mais par contre, je me rends compte, hein, parce que avant, on devait en avoir sur toute ma région, on a une trentaine de sites d'accueil. Si j'avais 1 ou 2 avis par mois, voilà. Donc là, on sent qu'on en a plutôt 1 ou 2 par semaine. Et donc, pour l'instant, c'est absorbable. Donc, pour l'instant, c'est nous qui le faisons. Mais comme les commentaires Twitter, effectivement, c'est la communication du groupe qui va absorber les commentaires et qui va nous les rebasculer en territoire. Et nous, la première chose qu'on fait, c'est essayer de récupérer le téléphone et d'appeler le client, en fait. Là, on n'est pas... Sachant que... Voilà. Pardon. Donc, oui, je disais, sachant que là, on est à un niveau qui est assez relativement limité. C'est ce que vous disiez, vous n'êtes pas encore sous du volume. Si vous êtes sur des volumes plus importants, vous pouvez tout à fait, ce que vous disiez, soit faire appel à un prestat extérieur. Je sais que c'est quelque chose aussi qui est pratiqué par Guest Suite. Et puis, si on va vraiment jusqu'au bout, on imagine un volume vraiment très, très fort. Avec tout ce qui se développe en termes d'intelligence artificielle, l'étape d'après, c'est aussi imaginer sur certains points un traitement du coup qui sera en partie, en tout cas, pris en charge par une IA derrière pour aider déjà à faire du tri en fonction de la type de demande et puis de la note également.
Alors pour nous, je pense que les avis, enfin je m'avance peut-être, hein, je sais que j'ai des collègues en ligne, mais je pense que c'est comme les réclamations, elles seront toujours traitées au plus proche du terrain. Enfin, il y a Oui, aussi et puis il y a aussi une prise de conscience on est toujours dans la démarche de qu'est-ce que ça, le cadeau est, voilà, c'est vraiment un cadeau. Donc je pense que voilà, on adaptera nos fonctionnements, mais ça sera vraiment traité au plus proche du terrain. Et puis, c'est ce qu'on disait, hein, enfin, ce qu'on dit souvent, c'est que tout ce qui est technologie, on parle de l'IA, etc., c'est pas des baguettes magiques, ça reste vraiment des moyens et qui, derrière, doivent quand même garder, on parle souvent du meilleur des deux mondes, hein, mais garder effectivement la notion d'humain derrière, notamment quand c'est particulièrement irritant ou quand on est dans des cas particuliers. Donc, je vous rejoins entièrement. Nouvelle question donc de Sarah qui demande comment peut-on améliorer l'écriture des avis clients et comment y répondre sans être redondant. Merci. C'est pour moi. Je dirais, mais après on peut se passer la balle. Mais non, le sujet de la réponse aux avis est un sujet très intéressant. Évidemment, nous on a des équipes qui traitent ce sujet de la réponse aux avis pour le compte de nos clients, avec une approche malgré tout extrêmement proche de leurs équipes en local, hein, parce qu'évidemment, ce qui se traduit dans un avis, en fait, un avis est la traduction de ce qui s'est passé sur le terrain. Donc on est obligé d'être en contact très régulier. Le premier des enjeux, c'est très trivial, hein, c'est de prendre 10 secondes de recul. Parce qu'on a souvent ce truc de un avis négatif, il peut faire mal. Je reprends mon exemple de mon patron de camping de tout à l'heure. Donc la première des choses à faire, c'est de prendre un peu de recul. La deuxième des choses, c'est de ne jamais oublier que sur Google, justement, on n'est pas sur Facebook. Et donc on ne va pas entamer une conversation. Il est crucial de répondre vite, mais il est crucial de répondre pour le client qui a déposé un avis, mais aussi et surtout pour les prospects qui consultent les avis. Parce qu'en répondant, vous allez montrer de la réactivité et de la prise en compte de la problématique. Et ensuite, sur la réponse, il y a deux stratégies. Soit c'est un avis sur lequel on est capable d'apporter une réponse avec du fond, soit c'est un avis sur lequel on doit apporter une réponse qui va être traitée ensuite par des services clients ou autres. Et dans ce cas-là, il faut le manifester. Dans tous les cas, il faut faire preuve de transparence. Évidemment, écrire correctement, dans le respect de la charte éditoriale de sa marque, ce qu'on appelle le tone of voice, etc. Mais en synthèse, il faut être réactif, répondre vite, répondre bien de manière intelligible et ne jamais oublier, encore une fois, qu'on est sur Google, donc le client ne pourra pas répondre, c'est nous qui avons le dernier mot, donc redonner sa vérité à l'adresse des prospects qui consultent les avis. C'est très important. Le temps passe, donc une petite dernière pour Allez, Yolande. Petite dernière. Est-ce que vous faites des enquêtes par SMS? On voit des limites avec l'email au niveau des taux de réponse. Alors nous, on utilise, quand on utilise l'outil Eloquent, on n'utilise que les mails. Donc on ne fait pas d'enquête par SMS. Après, on a d'autres, on utilise le canal SMS vraiment des alertes. Nous, le SMS, c'est vraiment les urgences. Donc c'est les deux manières d'utiliser le SMS, c'est justement des alertes. Plus d'eau, vous allez avoir des bouteillettes à l'endroit. Et on a fait des relances qu'on appelle intentionnées, c'est-à-dire qu'avant d'attendre le fameux courrier qui vous commence à vous dire vous allez avoir des pénalités, nanana, on envoie SMS mail en disant il semblerait que vous n'avez pas payé votre facture. Voilà. Donc nous, les SMS, c'est vraiment pour des messages forts et qu'on veut vraiment qu'ils soient lus. Donc on ne les utilise pas dans les enquêtes. Effectivement, on rejoint ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure, de dire ça dépend sans doute à la fois de l'enquête, du sujet et puis du moment auquel on va le lancer. Bon, eh bien, écoutez, on arrive... Je vais donner le nom de la gagnante, puisque c'est à nouveau une gagnante. C'est Isabelle Morando qui a répondu saison 2. Alors là, tout le monde s'est un peu lâché, c'était du n'importe quoi. Mais bravo Isabelle. Voilà. Et le prochain à gagner, c'est dans la prochaine demi-heure. Vous allez retrouver mes merci collègues. à tous, merci de nous avoir suivis et un grand merci à mes invités. Et puis, à tout de suite pour le prochain épisode, cette fois de l'Eloquent CX Summit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir.